Bonjour à tous, bienvenue en direct depuis Deauville, en direct des Days de l'événementiel. On est dans Captation. C'est un débat autour des enjeux stratégiques de com des marques et en particulier des enjeux hors médias, des enjeux événementiels. On est là pour échanger sur les nouvelles pratiques, sur les différentes tendances. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème, la place du branding en matière d'événements. Quelle est finalement l'importance qu'on doit accorder à la marque par rapport à l'authenticité de l'expérience. Voilà autant de sujets sur lesquels on va tenter d'apporter un éclairage aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour réfléchir à cette thématique, nous allons accueillir Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon, Réjeanne Priou, Operational Marketing Director chez Capgemini Engineering, Julien Feuget, directeur Congress et Event Europe pour le laboratoire Beijing. Des secteurs totalement différents les uns des autres, mais avec des problématiques communes. Et c'est ce on va aborder aujourd'hui, en commençant par toi, Virginie. 2024, ça a été une année hyper singulière pour vous, pour Decathlon, avec dans un premier temps un rebranding mondial qui est encore en cours de déploiement. Tout à fait. Qui est accompagné aussi d'un repositionnement. Et surtout ce partenariat d'envergure avec Paris 2024, les JO, un sponsoring pendant lequel vous avez pris la parole, vous avez pris de la place. Comment avez-vous donné à vivre à la marque dans ce playground au cours de cet événement ? On avait quelques facilités parce que justement la plateforme de marque venait d'être lancée en février avec l'idée de Move People to the Wonders of Sport et un slogan dans la campagne qui est Ready to Play. Donc quand on arrivait au playground à la Villette, il fallait sentir justement cette invitation à faire du sport, mais aussi à prendre du plaisir à faire du sport, à être dans tous ces bienfaits, les Wonders of Sport. Et en termes d'expérience, du coup, quelle a été la place accordée à la marque Decathlon au sein du playground? C'était un full blue. On rentrait dans un univers avec la nouvelle couleur, qui est un bleu un peu plus soutenu, le nouveau logo qu'on voyait suffisamment, mais qui prenait pas, et surtout de l'expression de la marque. On peut parler de repositionnement ou tout simplement de lever le voile sur ce qu'on est, c'est-à-dire avec un espace par exemple Lockers où on pouvait voir comment on conçoit nos produits. C'est vrai qu'on a des centres de conception auprès des utilisateurs, nos nouvelles collections, notre chaussure 3D qui va sortir l'année prochaine et qu'on avait habilement glissé auprès des relayeurs lors de la cérémonie. Donc c'était aussi montrer notre savoir-faire, notre ingénierie, notre innovation, notre volonté aussi de coller toujours aux besoins. Et du coup, concrètement, vous avez évidemment raconté la marque, levé le voile, ce que tu disais sur vos métiers, votre savoir-faire, votre histoire, mais c'était finalement loin d'être une pub géante. Si on se met à la place du participant, il a évidemment découvert tout ça, mais embarqué dans une expérience où il avait à expérimenter, à vivre des émotions bien au-delà juste de la marque. Oui, c'est toujours important d'y mettre du sens, d'être aussi dans l'expression de nos valeurs, parce que sinon, de toute façon, ça se voit. Dès qu'on est un peu insincère, dès qu'on veut lui vendre quelque chose dont il n'a pas spécialement envie, là, on lui vendait... D'abord, c'était gratuit, donc c'était important aussi d'avoir un lieu complètement accessible où on allait raconter nos histoires. Et je dirais même que sur notre petit food court, on avait limité les tarifs pour que tout le monde puisse venir et tout le monde puisse en profiter. Et ça, je pense que ça s'est senti avec un lieu qui était chouette, qui s'adressait à tout le monde. Non, c'était à l'image de Decathlon avec tout le monde est réuni. Donc, si je comprends bien, vous avez vraiment réussi à maintenir l'équilibre entre véhiculer le discours de la marque et l'expérience réelle vécue par les différents participants. Cette notion d'équilibre, je me tourne maintenant vers toi, Réjeanne. C'est un sujet aussi chez Capgemini. Donc vous êtes 400 000, je crois, collaborateurs à travers le monde. Vous organisez des événements vraiment très protéiformes sur plein de marchés pour vous adresser à des cibles très variées. Comment est-ce qu'on s'assure de la cohérence de son identité de marque quand on a autant de marchés, de formats d'événements? En effet, oui, il y a une problématique, il y a un enjeu en fait de cohérence, de consistance de la marque. Tu l'as rappelé, nous sommes 400 000
à travers le monde. On fait des événements, donc du CIS à des événements qui peuvent être aussi en zone Asie-Pacifique, en Europe. Des marques différentes chez Capgemini qui représentent des métiers différents, Capgemini Engineering pour tout ce qui est R&D et ingénierie, Capgemini Invent pour tout ce qui est la stratégie d'entreprise, la transformation, le consulting, Sogeti pour l'informatique. Donc comment on uniformise tout ça, comment on parle d'une seule voix. Et ça, c'est tout l'enjeu de la direction marque du groupe qui s'est rendu compte en fait que notre marque est bien connue, Capgemini c'est connu évidemment, mais qu'il y a une familiarité sur nos métiers, sur ce qu'on fait qui a besoin d'être retravaillé et qui a besoin d'être cadré. On s'est aperçu que pour des campagnes sur le même sujet, on pouvait avoir des visuels complètement différents avec des couleurs différentes, on pouvait avoir des messages un petit peu différents pour parler de la même chose. Donc c'est comment on remet tout le monde sur, tu parlais tout à l'heure du full blue de Decathlon. Nous, notre couleur première de Capgemini, c'est bleu. Donc comment on revient aussi sur des palettes de couleurs autour de ce bleu, comment on va harmoniser aussi nos stands dans ces espaces, peu importe la typologie de l'événement, que ce soit un stand de 300 mètres carrés ou une loge ou un stand beaucoup plus petit en fait sur les salons. On a aussi des salons où on a des stands de 30 mètres carrés. Et ce sur quoi travaille la direction de la marque aujourd'hui, c'est qu'ils ont un calendrier de Brand Moments that Matter. Donc les moments qui comptent, qui vont impacter notre marque. Et on va avoir des templates communs, des visuels communs. On va avoir aussi potentiellement bientôt du mobilier commun sur notre stand et aussi potentiellement des piliers communs sur lesquels on va pouvoir nous faire vivre l'expérience à nos clients en termes de contenu aussi. Alors bien sûr, chaque salon a sa spécificité, mais c'est qu'on ait une consistance sur la marque pour parler à nos clients, pour que nos visiteurs, ils savent qu'ils sont chez Capgemini et comment on parle d'une voix, du One Capgemini. Et alors du coup, si j'ai bien compris, donc il y a cette uniformisation de l'expression finalement de la marque sur tous vos événements. Comment est-ce que finalement, si on a une identité de marque aussi forte, on arrive quand même à donner de la science à l'événement en tant que tel? Comment on le dote de sa propre identité? Less is more, déjà c'est un message que nous on doit s'approprier, on simplifie les messages et nous ce qu'on fait souvent, ou moi ce que je fais souvent dans les événements, on a souvent 3 grands piliers en fait, avec une partie contenu où on va avoir des conférences, où on va inviter nos clients, ou sur lesquels on va parler de thématiques, de projets communs. En ce moment on parle beaucoup de GenAI, donc comment on adapte le GenAI dans l'entreprise, est-ce que ça change pour nos métiers, donc ça c'est des sujets mais plein d'autres. On va avoir une partie expérience avec des démos parce qu'on a beaucoup de produits en fait chez Capgemini et aussi un des nerfs de la guerre de notre métier, c'est le recrutement. Donc comment on devient un employeur de choix, comment on attire les talents sur nos stands. Donc ça, vous avez les 3 grands piliers, donc recrutement, contenu et toute l'expérience qu'on peut offrir. Ok, très clair. Et Julien, vous concernant chez Beijing, l'uniformisation c'est aussi un sujet. Vous êtes une marque sino-américaine. Comment vous opérez sur des marchés qui sont culturellement très différents, avec des messages qui sont adressés de façon aussi différente? Pourquoi l'événementiel est critique chez nous? Parce que je vais le catégoriser en 2 grandes catégories. Pardon. Il y a les laboratoires qui vendent leurs produits en pharmacie, on connaît tous. Et puis il y a nous, le reste qui est quand même un gros morceau qui, nous, on propose des produits de prescription médicale, donc ils ne sont pas connus. D'accord, on n'a pas le droit de faire de publicité, on a des lois très strictes, donc vraiment l'événementiel nous permet de communiquer sur nos produits. Ce qui est important de comprendre, c'est que les produits se lancent sur les marchés à des moments différents, parfois avec des indications différentes, donc les messages ne sont jamais les mêmes selon les pays. Là où notre rôle est critique, c'est puisqu'on a commencé comme une start-up, évidemment, nous n'avions pas les ressources humaines pour faire ce genre de travail avant. Donc chaque pays a un peu fait sa communication locale. Et il y a des pays qui ont pris le parti, par exemple, d'avoir des stands lors de congrès 100% dédiés aux produits. Et du coup, on ne parle pas du tout de la marque qui est derrière le produit. D'autres pays qui n'ont pas encore le produit sur le marché, mais qui commencent à sensibiliser sur l'arrivée d'une nouvelle marque et qui ont des stands 100% corporate. Donc où on va se retrouver, nous, c'est on va essayer de maintenant, qu'on a après le produit lancé dans tous les pays, on va essayer de mettre en place des systèmes une stratégie événementielle. Une stratégie événementielle, c'est quoi? C'est en complément de la stratégie, évidemment, la politique de voyage de l'entreprise, de la stratégie de communication de l'entreprise.
il y a très peu d'entreprises qui ont une stratégie événementielle, c'est-à-dire comment on veut être perçu par nos clients. Donc, nous, on n'appelle pas des clients, évidemment, on n'a pas le droit, mais pour qu'on se comprenne, via l'événementiel. Et donc, ça va venir définir, par exemple, lors d'un stand, quel pourcentage du stand va être dédié à la communication corporate sur la marque corporate, quel pourcentage va être dédié sur tel ou tel produit, selon les pays. Donc ça, c'est le travail, on est en plein dedans en ce moment. Et c'est vraiment un enjeu, parce que dans l'industrie pharmaceutique, vous avez entendu parler, j'imagine, du concept Beyond the Pill, où en fait, justement, on essaye vraiment d'établir des partenariats, parce qu'aujourd'hui, on a un produit qui se lance sur une indication, mais demain, on a un pipeline avec 30 produits qui arrivent, et on veut qu'on se souvienne de nous. Si le médecin nous connaît juste par le nom de la molécule, moi je suis allé des fois à des congrès où il y a un produit qui est un blockbuster de l'industrie, qui est connu sous sa marque commerciale, on ne sait pas quel labo il y a derrière, et c'est dommage. Donc on est sur ce travail-là. Chez vous, justement, c'est faire connaître cette molécule ou plutôt la marque? Le parti pris chez nous, c'est de faire, c'est de nous retirer cette image de laboratoire chinois uniquement, c'est-à-dire, non pas qu'on ait honte de nos origines, mais qu'on est vraiment une société globale. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire comprendre, surtout en Europe. Ça, c'est un. Deux, c'est de communiquer sur notre pipeline, c'est-à-dire qu'on n'est pas un one-shot, on a un premier produit qui est un succès, mais il y en a beaucoup d'autres qui arrivent derrière, donc on communique sur notre pipeline sur les 10 années à venir, donc ce qui arrive, qui va répondre aux besoins des médecins et de leurs patients, et puis de communiquer sur les valeurs de l'entreprise, qui sont communes. D'essayer de communiquer et de ce qui nous différencie de notre concurrence, en tout cas sur l'approche qu'on a de développer des solutions thérapeutiques. Alors, un autre sujet que je voulais aborder, qui je pense vous concerne vraiment tous les trois, comment est-ce qu'on peut faire émerger une marque quand on est en présence d'autant d'autres marques? Quelles sont un peu vos recettes pour émerger dans des univers qui sont vraiment saturés? Justement, nous on a... Donc moi je viens avant Beijing, je viens d'une grosse structure avec des très gros budgets. Et si vous vous baladez un peu lors de congrès scientifiques ou médicaux, vous allez voir que tous les stands se ressemblent. Les stands cliniques, très tech, grands écrans, un investissement considérable, des hologrammes, des activités interactives, blablabla. Nous on a des plus petits budgets que les géants, mais pourtant on a en superficie. On essaye d'avoir la superficie adéquate à la taille de notre labo, de l'importance qu'on veut lui donner. Donc, quelle était la stratégie? C'est de passer sur un stand totalement old school. On a décidé d'avoir un stand totalement old school, sans technologie. Le stand, donc, ce qu'on voulait, c'est mettre en avant l'Europe. Donc, le stand est une représentation de la ville dans laquelle se déroule le congrès. Donc là, en l'occurrence, c'était Madrid. Donc, on avait vraiment la place d'être sur une place madrilène avec énormément d'espace pour se réunir. Et ça a marché du tonnerre, puisque les médecins, comme d'autres publics, sont tellement habitués à voir toujours la même chose. D'un coup, ils ont eu l'impression de... C'est un retour vers le futur, hein, de voyager sur un stand d'il y a 20 ans. Ça leur a plu. Et on a rempli le stand et tout le monde nous a vraiment félicité pour ce stand. Est-ce que ça rejoint le less is more de Régène? Alors oui, alors moi je ne suis pas dans les stands forcément old school comme tu le dis. Néanmoins, on ne cherche pas non plus forcément le clinquant. Je pense que, à mon sens, ce qui est important, c'est l'expérience. L'expérience et ce que va en retirer le visiteur quand il va sortir de notre stand. Qu'est-ce qu'il va retenir de notre marque, du moment qu'il aura passé avec nous, à nos côtés, pendant les 30 minutes, les 45 minutes qu'il aura été sur notre stand. Qu'est-ce qu'il aura pris en termes de contenu, en termes de démo, ou si c'est un candidat, en termes de parcours employé. Et du côté Decathlon, pendant les JO, vous étiez évidemment très nombreux. Quel était votre parti pris finalement pour réussir à émerger? Déjà, je le disais au début, on a fait le choix des volontaires. On a sur les Jeux Olympiques, il n'y a pas de marque sur les sites de compétition, c'est interdit. Seuls les équipementiers ont le droit d'être présents. Donc en équipant les volontaires, notre logo était présent sur tous les sites de compétition. Y compris à la télévision lors de la cérémonie d'ouverture. Je disais avec la pluie qui nous a bien aidés et le parapluie et Tony Estanguet avec des volontaires à ses côtés. Donc nous, c'était important pour nous. Et après, je pense que c'est surtout c'est l'authenticité et la correspondance des valeurs de marque.
Après, je pense que par rapport à ce qu'on proposait, par rapport à ce qu'on est, c'était vraiment en correspondance et c'est ça qui a fait le succès, que ce soit sur le projet volontaire, que ce soit même sur le relais de la flamme, que ce soit sur la partie playground où on a été dépassé par le nombre. Mais on proposait quelque chose qui voilà, correspondait à ce qu'on était vraiment. On est vraiment un concepteur, on a notre place parmi les équipementiers sportifs, on n'est pas une enseigne de distribution et uniquement une enseigne de distribution, on est certes des commerçants, ça fait partie de notre histoire, mais voilà, c'est des centres de conception au plus près des utilisateurs. Nous, on a parlé des marques ensemble tout à l'heure en coulisses, on voulait réduire le nombre de marques pour être plus lisible vis-à-vis des clients, donc c'est juste dire, non mais regardez qui on est. Et du coup, forcément, on a une démarche ultra droite, sincère dans ce qu'on explique. On s'est donné les moyens, mais bien moindres que certains partenaires, en ayant pratiquement autant, si ce n'est plus de visibilité. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il y avait une vraie correspondance entre ce qu'on voulait proposer, et je rejoins la question de l'expérience. On est d'autant plus bien placé qu'on est dans un équipementier, en tout cas une marque de sport globale, mais voilà, je rejoins le fait qu'à un moment, il faut aller hors des sentiers battus, comme ça peut être le cas pour ton stand, ou bien se poser à chaque fois la question, se mettre à la place du client ou de l'utilisateur, pas pour se faire plaisir à soi, mais pour dire qu'est-ce que je vais lui proposer, qu'est-ce que je vais lui apporter, qu'est-ce qu'il va en retirer, quel plaisir il aura à être avec nous, parce qu'on a envie qu'il soit avec nous, on a envie qu'on l'embarque. Et aussi, on a la chance, et on le sent aussi peut-être dans nos trois discours, on est au sein d'entreprises qu'on aime bien, qu'on a envie de défendre. Si je devais résumer, reformuler, finalement, ce qui compte pour asseoir sa marque en matière d'événements, c'est avant tout le contenu et l'adéquation de l'expérience proposée avec le message et les valeurs. C'est tout à fait ça. Je pense que tu as dit le mot, c'est sincérité. Moi, je motive toujours mes équipes à se poser la question, est-ce que cet événement est vraiment nécessaire? Parce qu'année après année, on rentre dans une routine, on doit aller à ce congrès parce qu'on y est toujours allé, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, à partir du moment où il n'y a pas un objectif clair, il est difficile de susciter cette sincérité, cette envie d'y être. Quand nos collaborateurs ont envie d'y être, ça se sent sur le stand, ils s'engagent, les visiteurs sur le stand, ils font vraiment partie de l'expérience et c'est ce qui fait la différence. Donc je pense que tu as dit le mot, c'est sincérité, c'est ça. Alors peut-être une dernière question. On parle du coup de l'importance de l'identité de marque en événementiel. Comment est-ce que ça se mesure? Quel KPIs on peut suivre pour justement questionner la perception de la marque suite à un événement? Nous, c'est plus difficile puisqu'on est limité en termes de contact post-événement, c'est pas impossible, on le fait. Comment mesurer le succès? C'est l'intérêt qu'ils ont à être en relation avec nous après le congrès. Nous, on est dans un moment où on est relativement nouveau, donc notre base de données, on parle d'opt-in, elle est encore un peu elle est à faire, disons. Donc on mesure vraiment par combien de personnes nous ont visités et ont accepté de rentrer dans notre plan de communication sur Targeté. Mais c'est un des grands outils de mesure du succès d'un événement. Chez Capgemini, vous mesurez aussi? Évidemment, on mesure toutes nos initiatives. De toute façon, marketing et communication, tout est mesuré. Nous, sur un salon, ça va être le nombre de leads, ça va être le nombre de rendez-vous clients qu'on aura eu, le nombre d'impressions sur les réseaux sociaux, le nombre de reposts, etc. Un autre élément que j'aime beaucoup quand je vais chez le client ou quand j'organise aussi des Innovation and Tech Day ou aussi sur les salons, qui est beaucoup plus qualitatif, qui ne se rendent pas dans un CRM qu'on ne va pas pouvoir suivre, c'est les clients qui me disent « Waouh, mais on ne savait pas que Capgemini faisait tout ça. » C'est la compréhension de la marque. On ne savait pas que vous étiez derrière tout ça. Et ça, pour moi, c'est que j'ai gagné le pari, on a gagné le pari de l'événement parce qu'on a fait découvrir nos métiers, nos démos, nos innovations à nos clients. Ouais. Et côté Decathlon, post-playground, peut-être que vous l'avez étudié. On a effectivement eu un chiffre avec un Français sur 3 qui a entendu parler du playground, donc c'était pour nous un vrai succès. Évidemment, toute la partie du social media, puisque nous, on avait des vidéos tous les jours
tous les jours vraiment. Et puis des expériences 3D, vidéo 3D, etc. Enfin, qui étaient très chouettes à voir. Et après, on a plutôt et là, c'est un peu prématuré parce que je pense qu'on est en plein rétexte. Les jeux se sont terminés il y a un mois, donc évidemment, on a contractualisé avec des instituts. On va avoir tous les retours, mais on a eu des augmentations de fréquentation dans les magasins.